Merci pour ta présentation trop flatteuse. Merci à Karim, aux organisateurs, pour cette belle invitation. Et en effet, je vais parler de Berlin et disserter sur cette notion de ville européenne. L'idée de cette communication part du sentiment d'un fort décalage entre ce qu'est devenu Berlin au cours des 10 dernières années et la perception de cette ville dans, disons, les cercles de la critique architecturale et urbaine à l'échelle internationale. Il y a peut-être un effet de génération. Beaucoup d'entre nous ne découvrent pas le Berlin aujourd'hui, ni d'aujourd'hui. Ils ont été en partie formés par le voyage à Berlin entre les années 70 et les années 90, dans lequel nous avons eu l'occasion, chacun dans des configurations différentes, de découvrir des politiques urbaines innovantes et des projets architecturaux souvent remarquables. Et lorsque ces projets ne nous plaisaient pas, ou ne plaisaient pas à nos maîtres respectifs, nous étions immergés quand même au milieu des débats du continent européen. Je pense à la polémique dantesque sur la Potsdamer Platz, au débat sur les Mahn, Danz, Scharun, dans l'espace urbain reconfiguré de l'après-chute du mur. Je pense aussi aux interminables discussions esthétiques sur le style de Hans Kohlhoff, sur les choix relatifs au nouveau quartier du gouvernement, ou bien les échanges cultivés sur l'avenir de l'Alexanderplatz entre pèlerinage moderniste et shopping mall. Nombreux aussi sont les architectes français d'aujourd'hui qui ont débuté par un stage ou un premier emploi dans une agence berlinoise, maniant la grande architecture, les concepts et un style de vie séduisant qui produit toute la vie une nostalgie. Berlin représentait l'immersion dans le grand bain de la ville et de l'architecture. Mon sentiment, moi qui vis dans cette ville depuis désormais 20 ans, est que cette période est malheureusement révolue. Avec davantage de talent littéraire, j'aurais pu tenter, dans cette veine, à propos du Berlin d'aujourd'hui, un essai sur le modèle du Contre-Venise de Régis Debray. Une sorte de déclaration d'amour déçue par les dérives contemporaines d'une ville censée être extraordinaire. Une ville supposée être différente des autres et intégrant cependant le paradigme même du pire. Sur la rhétorique, en quelque sorte, du « les bateaux de croisière tuent l'âme de Venise ». Et d'ailleurs, Venise avait-elle vraiment une âme avant l'arrivée de ces bateaux? Je cite l'écrivain qui enjoint ses pareils à rompre avec ce collage, à tenir l'incident pour clos, à en finir avec l'obligation, avec un grand O, d'aimer Venise. Je crois, je continue de le citer, même devoir recommander cette irrévérence aux jeunes générations sur un ton de médecine préventive, dit l'écrivain. Pour moi, qui enseigne depuis 25 ans à des générations d'étudiants les principes de la reconstruction critique à la berlinoise, les vertus de l'urbanisme doux et de politiques urbaines à l'écoute des habitants, les mécanismes d'un rapport démocratique entre la sphère de la décision, l'urbanisme et l'architecture, le pas est dur à franchir. Mais je le franchis aujourd'hui, d'autant plus convaincu, même si le coup est dur à encaisser, que les indices au cours des 10 dernières années d'un changement d'époque et de paradigme se sont accumulés. Il faut mettre les choses au clair. Il faut aussi profiter de ce moment
pour réfléchir à nos idées d'un rêve européen. Je suppose que la même chose est à faire au sujet de nos autres modèles, plus ou moins explicites. La Vienne rouge du logement pour tous, la Bologne rouge d'une patrimonialisation sans gentrification. On peut aussi penser qu'il faut le faire sur la notion même de modèle, et au passage peut-être sur l'idée même de ville européenne. Au sujet de Berlin, je suis parti d'abord d'une étude sur le devenir de la reconstruction critique dans les années 2000, ainsi que de constatations que nous avions faites avec ma collègue Pascale Laborier, il y a bientôt 10 ans, lors de la préparation d'un petit ouvrage de commande pour les éditions de la Découverte qui s'appelait « Sociologie de Berlin ». Basculement de la pauvreté de l'Est à l'Ouest, soudain, violent, massif. Émergence d'une ville à 2 vitesses, comme rattrapée par des évolutions qui avaient touché toute l'Europe au cours des décennies précédentes et dont Berlin aurait été protégé du fait de la guerre froide, puis des urgences de la réunification. Émergence d'une culture architecturale du pastiche, déclin de la culture politique décalée et impertinente dont la ville était non seulement le théâtre, mais aussi le laboratoire. Je n'ose pas encore donner comme titre « Contre Berlin » au livre que je tente d'écrire à ce sujet, mais disons que l'esprit est un peu là. Mais avant de préciser ces reproches ou ce constat amoureux d'une déception, je voudrais revenir un instant sur ce qui composait, à mon sens, l'urbanité berlinoise des années 1970 et 80. C'est à partir de l'évolution de ces caractères constitutifs que je tenterai ensuite de repérer la perversion véritable et malheureusement générale de ces valeurs qui est, à mon sens, à l'œuvre de nos jours. La première dimension, cependant, concerne les politiques sociales du logement, et particulièrement l'héritage des années 20, de l'émergence du mouvement moderne en architecture, en conjonction avec l'engagement politique et civique d'une génération largement tournée vers le bien commun. Le contexte est au départ celui de 1926, quand l'architecte Martin Wagner, élu social-démocrate en charge du développement à l'échelle du Grand Berlin et auteur quelques années auparavant d'une thèse de doctorat sur les espaces verts et la théorie urbaine, lance ou plutôt développe sur des bases déjà existantes un grand programme de logement public, social ou parapublic. Il s'agit de dédensifier la ville née du plan Obrecht de la fin du XIXe siècle, qui était devenu le paradigme des maux de la ville industrielle et de ses conséquences sociales. Il s'agit de rompre avec le mitage des parcelles, de proposer un habitat digne aux couches populaires. On est aux racines civiques et morphologiques du mouvement moderne à la berlinoise, en lien avec l'action syndicale de l'Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund. Le modernisme en architecture, c'est le combat dans les mêmes séances du conseil municipal que pour celui pour l'assurance chômage et pour la journée de 8 heures. Martin Wagner est proche d'architectes comme Mies van der Rohe, Bruno Taut, Walter Gropius ou Hans Scharoun. Sa revue, Das Neue Berlin, créée en 1929 et inspirée de l'œuvre d'Ernst May à Francfort, donne une visibilité à toute une époque. C'est aussi le fondement d'une culture de l'architecture qui a irrigué Berlin jusqu'au tournant de notre siècle. Parmi les principales réalisations, objet de tant de nos pèlerinages d'étudiants, puis d'enseignants ou de chercheurs, il y a bien sûr la Gartenstadt Falkenberg de Bruno Taut,
Il y a la Siedlung Schillerpark, la Grosse Siedlung Britz et toutes les œuvres de Bruno Taut. Vous connaissez sans doute aussi la Wohnstadt Karl Liegen, la Weiße Stadt de Salzburg, Ahrens et Bühning ou la Grosse Siedlung Siemensstadt de Hans Scharoun. Vous avez aussi, naturellement, sans doute, fait le pèlerinage de la case de l'oncle Tom de Bruno Taut. Après la période du nazisme, pendant laquelle beaucoup des protagonistes de cette époque ont fui aux États-Unis, en Turquie ou en Union soviétique, cet héritage a été au cœur des politiques sociales berlinoises, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et est resté au cœur de la culture civique citadine au moment de la réunification. C'est une conversation partagée entre architectes, urbanistes, historiens, qui a irrigué les débats berlinois. La référence sociale au moderne a été constante et a fondé la culture architecturale de la ville. La patrimonialisation de cet héritage moderne, dans les années 70, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, s'est faite avec les habitants dedans. Elle s'est faite dans un discours tourné vers les habitants. C'est cela qui est en gravissime danger de nos jours. La deuxième dimension de l'héritage progressiste berlinois, aux racines d'une véritable culture européenne de l'urbain, c'est le moment IBA des années 1980. Cette exposition internationale d'architecture, grandeur nature, comme c'est le principe avec les IBA, a posé les bases d'un véritable tournant culturel. Infiniment plus que l'IBA de la fin des années 50, Interbau, qui avait marqué à Berlin-Ouest, dans le contexte de la guerre froide et en réponse à l'urbanisme est-allemand, le parcage, sauf pour Le Corbusier, qui a bénéficié d'un terrain à sa mesure grâce à une intervention militaire des troupes d'occupation française, le parcage donc du modernisme dans les ruines dégagées au bulldozer et à la dynamite d'un quartier partiellement bombardé, mais aussi au fond a marqué l'abandon de toute illusion de faire du modernisme un urbanisme. L'IBA donc des années 80, en contraste, a affirmé des principes qui ont fait date, décidés à la fin des années 70 en tant que conciliation, au sens véritablement politique romain du terme. La conciliation en tant que manifestation urbaine et architecturale d'un rapprochement politique entre ici les sociodémocrates et, disons, l'extrême gauche des squatteurs, a permis à toute une génération d'architectes de s'affirmer. Bien plus qu'un tournant esthétique postmoderne, elle a été le moment d'une nouvelle convergence civique en architecture et en urbanisme. Là encore, c'est la présence d'un architecte, Hans Christian Müller, alors Senatsbaudirektor, qui a permis la mise en place d'une politique publique suivie dans le temps, institutionnalisée et dotée d'instruments efficaces. Sous la hullette de Paul Claeys et Art Walter Hemer, chacun chargé respectivement de la construction neuve et de la reconstruction en terrain bombardé. Ils ont affirmé des principes fondamentaux, inspirés en partie des expériences italiennes, mais largement reformulés et objet de nouvelles institutionnalisations. La Behutsame Stadterneuerung, avec la théorisation et la mise en pratique de la douceur en urbanisme, la Kritische Rekonstruktion, avec la fin de la destruction des ruines et des restes de la ville bombardée au nom de l'infrastructuralisme et de la construction de logements sociaux standardisés, la participation des habitants au processus de rénovation, la non-expulsion de ces habitants, le respect de l'existant, la planification à l'échelle du bloc en référence au plan d'urbanisme du XIXe siècle, l'émergence de nouveaux métiers de la ville, une réinvention du métier même d'architecte
et la création d'une nouvelle sphère de médiation urbaine. À l'Est, dans un contexte de négociation entre architectes et parties presque uniques, quelque chose s'était passé aussi. Arrêt de la destruction pour reconstruction du tissu urbain bombardé, restauration des immeubles anciens, construction de logements sociaux dans les dents creuses de la ville bombardée, et pas seulement des grands ensembles dans les banlieues lointaines. Là aussi, le voyage à Bologne et à Vienne des urbanistes est-allemands avait été décisif. La troisième phase qui a marqué cette construction d'une nouvelle urbanité à Berlin est celle de l'après-1990. Dominée par la personnalité de Hans Stimmmann, l'indéboulonnable Seenaatsbaudirektor des années 90 et de la première moitié des années 2000, elle a été marquée par la généralisation de la reconstruction critique et des principes de l'IBA à toute la ville. Hans Stimmmann avait, pendant l'IBA, dans les années 80, fait une thèse de doctorat sur, disons, l'urbanisme et l'architecture à l'Est au miroir de l'IBA. Il était littéralement le seul Allemand de l'Ouest à connaître Berlin-Ouest. Et l'ensemble de mes entretiens depuis depuis 20 ans tend à confirmer cela. Alors que les Italiens connaissaient tous Berlin-Est. Dans le contexte de l'éviction intégrale au profit d'une génération de mâles triomphants de l'Ouest, des urbanistes de l'Est dans tous les domaines de la décision en architecture, il est devenu le personnage clé. Avec les financements abondants de la réunification et l'endettement à la grecque de la ville, lui ont reproché ses détracteurs, il a aussi présidé à la spatialisation des programmes de renouvellement du logement social. Son grand œuvre, cependant, dont il m'a raconté la teneur et les soubresauts tout au long des années 2000, lorsque je tenais une chronique sur ce sujet dans le Giornale dell'Architettura, a été de renforcer le caractère du centre historique et ce qu'on appelle dans le Berlin de la réunification, au nom d'une sorte de vestalgie pendant de l'ostalgie, le City West. Face à la planification urbaine héritée du zonage, face à l'infrastructuralisme envahissant des années d'après-guerre, face à la perte de substance urbaine due au bombardement, au dégagement indiscriminé des ruines et des immeubles endommagés, même faiblement, face aux limites des zones d'application des principes de l'IBA, Stimmmann a prôné ce qu'il a appelé une réurbanisation à l'européenne. Compacité, mixité des usages du sol, contrôle strict des gabarits et des façades, retissage d'un parcellaire historicisant, mais non point historique, travail sur les espaces publics, les lignes de vue, le végétal. Hans Stimmmann a situé tout au long de son parcours ce travail dans le cadre de la recherche de caractère propre à la nature même de la ville européenne. Le Berlin de la reconstruction post-chute du mur, car on est encore dans les années 2000 dans une reconstruction post-bombardement. Je date à partir d'un échantillon de parcelles bombardées, 100 parcelles bombardées en 1945. J'ai fait un échantillon en 2004 et j'ai suivi leur destin. Et j'en viens maintenant à dater la fin de la reconstruction post-1945 à 2017, d'après cet échantillon test. Donc ce Berlin de la dernière reconstruction, c'est le rêve européen d'Hans Stimmmann. Les instruments qu'il a utilisés pour le concrétiser sont d'abord un plan d'usage des sols dans les années 90, mais surtout ensuite son Planwerk Innenstadt. Environ 23 000 appartements étaient prévus sur 170 parcelles redessinées, essentiellement sur du sol dégagé, municipal, public.
La ville, historicisante par sa trame, devait redonner un caractère européen à Berlin. Non plus reboucher les trous, mais planifier du faux ancien. La conversation, quand on rendait visite à Hans Stimann chez lui pour les interviews, commençait dès le couloir, dans lequel était affichée une collection de parcellaires anciens de Berlin, inspiration esthétique, mais non point base précise, de ces redessins. On voit bien déjà les limites de l'exercice. Mais dans une ville marquée par la guerre froide et par les choix souvent traumatiques de la reconstruction, il y avait sans doute une légitimité à vouloir tisser de la ville dans un référent culturel, certes fantasmé, imprécis, mais analysé au travers de formes urbaines pensées comme distinctives. Disons que tout cela a constitué jusqu'au milieu des années 2010 l'urbanité berlinoise, ou du moins les discours d'urbanité à la berlinoise. Tout n'était pas positif dans ce tableau, avec la persistance d'un chômage de masse, l'endettement, la difficulté à trouver des investisseurs qui faisaient peser sur les urbanistes une sorte d'urgence absolue de s'incliner devant leurs horizons d'attente. Mais on peut dire que tout a basculé au milieu des années 2000. Le prix de l'immobilier, qui stagnait depuis 25 ans, voire reculait, a explosé littéralement. La génération des chômeurs à l'Est de 1990 n'a point retrouvé de travail, mais est arrivée à l'âge de la retraite. Les nouvelles générations bénéficient d'un plein emploi, souvent injuste en termes de genre, en termes aussi de rémunération entre les différents secteurs, mais plein emploi quand même. La gentrification, qui était censée empêcher les mesures du modèle de l'IBA, s'est spectaculairement développée, avec même parfois dans le centre un phénomène londonien de super gentrification, le 1% expulsant le 10%. Et on se retrouve dans un tableau que jamais on n'aurait imaginé 10 ans auparavant pour Berlin. Une forme de nouvelle économie a pris la ville. Le contexte a changé, et pour l'urbanité, et même pour les discours d'urbanité, le coup est rude et les symptômes sont cruels. D'une certaine manière, c'est banal. Berlin est juste rentré dans le rang. Une forme de richesse lui est finalement tombée dessus. Ce n'est pas que négatif, mais dans tout cela, certaines décisions funestes ont aggravé manifestement les remises en question de l'héritage humaniste d'urbanité dont j'ai tenté de délimiter certains contours et de dessiner certaines racines. Le contexte est celui de politiques sociales de plus en plus restrictives à l'échelon fédéral, avec comme principale manifestation la privatisation croissante de la santé, avec désormais un système à deux vitesses, les caisses publiques et parapubliques étant stigmatisantes et pénalisantes par rapport aux assureurs entièrement privés. À Berlin, les femmes âgées font la queue assises dans l'escalier de l'immeuble du cabinet médical, pendant que la jeunesse dorée leur marche dessus pour accéder en priorité aux soins. Ce sont des scènes vécues quotidiennement. Pour Berlin, le contexte est aussi celui des conséquences sur plusieurs décennies de la privatisation massive du logement social. Massive, ça veut dire des centaines de milliers d'appartements vendus en bloc. Vendus à des fonds d'investissement sur le marché globalisé de l'urbain financiarisé. La société Deutsche Wohnen, dont l'actionnaire de référence est BlackRock, possède à Berlin 111 000 appartements. De nombreux autres acteurs sur ce marché du logement social ont aussi chacun des portefeuilles de plusieurs dizaines de milliers d'appartements. Et donc, on a une proportion désormais énorme des locataires de la ville
dont la référence est une société cotée sur le marché globalisé. Cela s'est passé essentiellement lors de parenthèses d'alliance entre chrétiens démocrates et ultralibéraux au Sénat de Berlin. Mais pas seulement. L'aile social-démocrate a aussi participé à certaines de ces coalitions. Les conséquences se font sentir sur tous les types d'habitats anciennement social. Mais je voudrais lire ces contradictions ici au sujet précisément de ceux dont j'ai parlé en tant que fondateurs d'une culture, les cités du modernisme. En 2008, dans une démarche d'instrumentalisation dont l'UNESCO est souvent victime, voire complice, faute de procédures rigoureuses de déminage, on a vu ça aussi à Dresde au sujet d'un pont, on voit cela aujourd'hui au sujet de Diyarbakir, au moment du bombardement, reconstruction de cette ville. Les cités du modernisme berlinois ont été classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 6 d'entre elles. La case de l'oncle Tom de Bruno Taut a été oubliée. 4 de ces cités appartiennent à Deutsche Wohnen. Il s'agit de la cité en fer à cheval, de la Weisse Stadt, de Siemensstadt et de Karl Liegen. Loin de l'esprit qui a présidé à leur construction, on a fétichisé au profit de spéculateurs la restauration précise et formelle de cet héritage. Fenêtres, poignées de porte, nuances chromatiques et qualité des matériaux ont été l'objet d'un suivi extrêmement précis. Mais on a tué l'esprit civique qui était au cœur de la construction de ces cités, et même la patrimonialisation a été le vecteur d'un coût supplémentaire porté à cet esprit civique dont les habitants avaient encore la mémoire et incarnaient encore la vitalité. Un autre renoncement qui fait mal, c'est celui des principes de Liban. J'ai mis ici une image de Tegel, et nombreux d'entre vous, étudiants, enseignants, sur 40 ans, avaient fait le pèlerinage de Tegel pour voir en bord de lac les constructions de la Liba de 1987, le Neubau, du logement public, de l'espace public, de l'urbanité, des aménités. Désormais, ces lieux en bord de lac sont livrés à la spéculation autour de l'imaginaire de la maison de ville avec ponton. C'est limité numériquement, mais c'est selon moi symbolique d'une dérive que manifeste aussi la transformation des instances de pilotage de la politique de la ville issues de l'IBA en véritable agence privée avec le métier de Quartiermanager, manager de quartier, de plus en plus connoté des valeurs du management privé et de moins en moins des valeurs civiques qui avaient présidé à l'invention de ces métiers dans les années 1980. Un autre renoncement, c'est quand la réhistoricisation devient pastiche. Le défaut était assurément déjà dans le Planwerk Innenstadt d'Hans Stimmann, mais sous les personnages qui lui ont succédé, Regula Lüscher et Petra Kahlfeld, sans doute à cause de l'ardente nécessité de plaire aux investisseurs, sans doute aussi pour répondre à un horizon d'attente politique et idéologique, ces principes de planification se sont figés et le Planwerk, cette fois Innere-Stadt, est devenu l'instrument d'une banale spéculation dont l'essentiel de la forme esthétique relève du pastiche. L'espace public, qui faisait l'âme de Berlin et la méthode de son urbanisme, ainsi que les caractères fondamentaux de son urbanité, est désormais largement livré au privé. Bertolt Brecht
devant son théâtre, auquel on rend ici un risible hommage sur la place du Berliner Ensemble, doit se retourner en voyant la véritable sécession spatiale et fonctionnelle des riches dans le centre de Berlin. Désormais, à Berlin, les aires de jeu pour enfants sont réservées aux habitants de ces immeubles, aux appartements à 2 millions d'euros. Il faut parfois une carte magnétique pour y entrer, parfois une clé, et l'exclusion sociale est manifestée spatialement et visuellement dans l'espace de moins en moins public. Partout maintenant, dans une ville dont les aires de jeu pour enfants avaient fait le tour du monde des écoles d'architecture et des masters d'urbanisme, on trouve ces aires de jeu privées marquées du sceau de l'infamie d'une perte violente d'urbanité. Je pense que cette photo constituera la couverture de mon livre. Et puis, il y a les grands projets urbains au service de la spéculation. Aucune recherche, aucun travail d'urbanité, aucune véritable ambition architecturale, juste des trous dans le sable. Stendhal disait que Berlin n'était d'ailleurs rien d'autre qu'une mer de sable. Ces trous dans le sable sont vendus à des investisseurs qui coulent du béton sur la logique des mégablocs. C'est certes le destin de la plupart des villes, mais c'est comme les énormes bateaux devant la place San Marco à Venise. On a tendance à dire « non, pitié, pas ici », et on avait d'autres ambitions pour cette ville. C'est vrai pour le Europaviertel, en arrière de la nouvelle gare centrale inaugurée en 2007. On est là sur d'anciens terrains ferroviaires, une ancienne gare ferroviaire de fret, et là, les mégablocs se jouxtent au seul service de l'intégration de la chaîne de production urbaine, de l'investisseur au constructeur pour arriver à l'exploitant qui a, dans cette intégration verticale, a créé un produit urbain dominant. C'est le pire du pire de la ville d'aujourd'hui, mais c'est le plus grand chantier du Berlin de la réunification. Potsdamer Platz, où d'ailleurs il n'y a pas vraiment de place et où la soumission aux investisseurs contraignait déjà même les plus grands, c'était juste un apéritif. Là, on n'a plus aucune ambition d'urbanité. Encore des appartements à 2 millions d'euros avec vue sur le canal pour ceux qui sont prêts à payer un petit supplément. Entre tout cela, une semi-autoroute urbaine traversante, des voitures omniprésentes, aucune mixité sociale, aucune identité. Il est où le rêve européen? C'est la même chose pour Mediaspree, près de Ostbahnhof. Censé être le cœur de la nouvelle économie, le siège des entreprises de la communication et des médias, le quartier a été un bétonnage sans fin, à double détente. Bétonnage de ces aires proches de la gare, entre la gare et la Spree, mais aussi la deuxième détente d'une irrigation de gentrification dans les quartiers adjacents, alignant Berlin sur l'image d'une ville à la Richard Florida. Et puis il y a, c'est moins spectaculaire mais c'est massif, aussi bien socialement, politiquement que pour l'urbanité, un véritable étalement urbain sécessionniste. Quitter le Plattenbau, le logement social de l'Est ou ex-social, pour le rêve d'une villa avec voiture, et vous ne rêvez pas européen, c'est bien un Hummer devant la villa, le rêve
européen dont on peut discuter de la nature avait certes commencé sous le communisme, avec déjà des programmes significatifs de construction de villas en bande ou de maisons en bande avec jardin et garage, tout au cours des années 70 et surtout 80. Mais là, ça s'est massifié. La massification est même spectaculaire. D'ailleurs, certains chercheurs peu attentifs à la périphérie ont cru que Berlin, après la réunification, était en déclin. Vous savez, c'est cette saison de recherche sur les schrumpfende Städte, ces villes en effondrement, ces villes en déclin. Et on a pu croire que Berlin en faisait partie. Mais point du tout. C'est juste que les gens allaient dans le Brandenburg pour acheter d'abord la maison à 100 000 euros et puis maintenant la maison à 4 millions d'euros. Le rêve d'une maison pour les classes moyennes s'étant évanoui. Ils étaient là, ces Berlinois, d'un rêve post-réunification. Certaines communes ont eu des croissances exponentielles, avec des taux de croissance sur 15 ou 20 ans pouvant dépasser les 250%. Vu l'indigence des mécanismes de planification métropolitaine entre Berlin et le Brandenburg, on a là aussi un véritable mécanisme de sécession fiscale, sociale, la fin de la solidarité redistributive également, ces communes jouant la partition solo face à la ville de Berlin endettée. Par ailleurs, l'offre de transport dans ce nouveau Berlin est indigente. Peu de gens me croient lorsque je dis que bientôt 35 ans après la chute du mur, la moitié des trains de banlieue a encore son terminus à l'ancienne frontière, dans un contexte d'explosion démographique au-delà. Le rêve européen raté est concrétisé à Berlin, dans cette ville que nous ne visitons pas, et dans ce non-dit d'une urbanité dont l'européanité est difficile à saisir. Le rêve européen raté, c'est aussi celui du contraste entre la ville des nouvelles classes cultivant la ville innovante, cette ville des start-up, cette ville de la nouvelle économie, et puis une ville de la relégation, une ville de quartiers de plus en plus cohérents dans le blocage spatialisé dans l'aide sociale. C'est une ville aussi dans laquelle se lisent beaucoup des paradoxes d'une urbanité déclinante et surtout à deux vitesses, où les ambitions sociales ont été abaissées singulièrement. Loin de la ville de la nouvelle économie, dans ces quartiers de plus en plus homogènes par la relégation, se lisent tous ces paradoxes. Ils se lisent aussi par la difficile intégration dans la ville des réfugiés de 2015, avec là quelques paradoxes sur la ville européenne. Et je cite quelques discussions avec certains de ces réfugiés. Un réfugié d'Alep qui répondait à une assistante sociale lui disant « Maintenant, il faut vous intégrer en Europe », lui répondant « Mon ancêtre était maire de Séville, à une époque où vos ancêtres à vous mangeaient encore des glands dans la forêt », a-t-il dit. Et donc, je n'accepte aucune leçon sur l'Europe. Ma famille est en exil à Alep depuis plusieurs siècles, mais l'Europe, je l'incarne plus que vous, a-t-il répondu. Et d'autres réfugiés palestiniens d'Alep disant « Nous sommes déplacés ici, mais notre rêve, ce n'est pas l'Europe ». Donc, des répartis qui ont mis à mal aussi, malgré le formidable élan d'accueil qui a eu lieu en 2015, qui ont mis à mal ce miroir de la ville européenne. À cela s'ajoute la pauvreté des initiatives pour adoucir les mobilités et repenser l'espace public. Incapacité à créer de nouvelles places à l'européenne ou à penser la croissance des mobilités dites douces d'une manière douce.
Le Berlin d'aujourd'hui, ce n'est plus celui d'un urbanisme doux, c'est la bataille, le choc des vélos contre les piétons, une mortalité cycliste terrible, un infrastructuralisme même dans le soi-disant durable. Et donc Berlin qui peine à avoir une attention à l'échelle micro, qui garde sa foi en la voiture et qui est loin de constituer le laboratoire dont on aurait pu espérer qu'elle devienne au cours de ces années. Mais quand on réfléchit à tout ça, on est forcément assailli d'un horrible doute. Et si, en effet, plutôt que de voir la nuée de sauterelles s'abattre sur une ville pleine d'urbanité, le ver avait été dans le fruit. On a vu que pour le pastiche, c'était peut-être déjà le cas précocement. Hans Thiemann m'avait reproché dans un colloque, un peu comme celui-là à Berlin, d'avoir écrit sur lui un article intitulé « Un tournant conservateur de la reconstruction critique ». Il m'avait dit « Mais tu comprends que je suis militant socialiste depuis mes 14 ans. » Mais je maintiens, il y avait déjà quelque chose de cela. Et si, encore pire, les squatters des années 70 avaient déjà été, dans leur destin projeté, les gentrifieurs des années 2000. Et si déjà leur combat pour l'occupation des bâtiments endommagés et leur auto-restauration, leur droit à l'occupation, avait été un combat d'Allemands de l'Ouest fuyant l'obligation du service militaire, luttant contre la construction de logements sociaux à destination des travailleurs turcs. Et s'il y avait des formes de continuité, et pas seulement des coups de tonnerre dans un ciel d'urbanité. Au temps de Liba aussi, mon collègue Harald Bodenschatz, qui m'a appris la plupart des choses que je connais sur Berlin, dénonçait déjà les multiples ambiguïtés. Il avait écrit un pamphlet qui s'appelait « Les démolitions à côté de Liba », montrant comment Liba, c'était un parcours fléché pour les voyages d'écoles d'architecture et que dès qu'on s'en écartait de quelques dizaines de mètres, continuait le travail des bulldozers. Il y avait aussi une dimension pastiche ou de faux et une certaine imposture dans la participation, a montré Harald Bodenschatz. Mais pour finir, je voudrais quand même montrer qu'il y a de quoi espérer à Berlin autour de quelques pistes d'une urbanité citoyenne et durable. Un exemple est l'initiative Mediaspree versenken. Ça veut dire couler Mediaspree, lancée dans les années 2000 par l'architecte Karsten Jost et qui a eu sur plusieurs années un retentissement considérable. Cette initiative citoyenne protestait contre la honte absolue d'un point de vue d'urbanisme, d'avoir laissé Mediaspree couper les continuités de promenade le long de la rivière au profit des investisseurs. Un référendum local a été organisé avec succès et quelques concessions, non pas une continuité intégrale, avez-vous sans doute remarqué dans vos promenades berlinoises, ont été obtenues. Le panorama de Mediaspree reste déprimant quand même. Il y a eu aussi l'initiative populaire aboutissant au référendum de septembre 2021 sur la dépossession des entreprises ayant bénéficié de la privatisation du logement social. C'est bien sûr un succès encombrant pour la gauche qui, au moment des négociations après les élections municipales au Sénat, devait composer avec cette obligation morale, non juridique, d'exproprier Deutsche Wohnen et les autres grandes entreprises. Mais disons qu'il y avait une mobilisation civique d'ampleur, oubliée aujourd'hui, puisque après une répétition en 2023 de ces élections pour vice de forme, la coalition qui se dessine va être menée par la droite chrétienne.
Et puis, il y a aussi à Berlin une certaine résurgence de nos mythes d'enseignants, des Baugruppen, de l'habitat coopératif, et quelque chose vit encore dans cette ville. Diverses initiatives citoyennes illustrent la vitalité de la vie civique et l'exigence d'une certaine urbanité par le bas chez les citoyens. Et j'ai mis là diverses initiatives qui sont en cours, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et qui illustrent cette vitalité. Mais tout cela, au moment où la nouvelle coalition s'installe, et une coalition qui a fait campagne au nom des valeurs du christianisme contre l'expropriation des grandes firmes financières, disons que cette mobilisation civique a tendance à se battre dans le désert et a du mal à être écoutée. Pour l'avenir, Berlin doit retrouver des idées. L'abandon de l'idée du NIBA 2020, au début des années 2010, était significatif de l'absence d'idées. Une NIBA, tout le monde était d'accord, mais c'est quoi notre concept? C'est quoi notre idée? Aujourd'hui, restent des débats sur le devenir des aéroports fermés, Tempelhof, Tegel, qui reste désespérément sans idée, et puis aussi sur une société à deux vitesses, dont la spatialité est de plus en plus cohérente. Une métropole fragmentée naît donc sous nos yeux. Le sens civique doit s'emparer d'une urbanité active. Merci.